travaille sous l'égide du président même de Business Mauritius, Cédric Despéré. Donc, en quelques-uns des points qui ont été mentionnés pendant l'intervention des trois présidents des commissions. Le premier, c'est le National Business Sector Roadmap. C'est un projet qui est pour nous extrêmement important. Nous faisons aujourd'hui un travail de fond avec nos partner members. Bien sûr, comme vous le savez, Business Mauritius représente tous les partners institutions du secteur privé, dans le tourisme, dans le secteur financier, l'agriculture, l'export et autres, l'informatique et autres. Donc 9 partner members. Nous travaillons avec eux tout d'abord pour réfléchir sur nos short, medium et long term needs, sectoral needs, les secteurs traditionnels, les secteurs émergents. Nous travaillons aussi à comprendre nos besoins et à pouvoir les exprimer d'une façon claire, cohérente et tangible. Quels sont nos cross-cutting needs, encore une fois, pour le short, medium, long term, pour pouvoir nous développer et continuer notre croissance, et continuer l'investissement dans ces secteurs. Donc, ce National Business Sector Roadmap va être pour nous présenté en avril. Probablement, plutôt que faire des budget memos qui sont sur l'année, pouvoir donner une plus longue visibilité de nos besoins. Et entre-temps, nous aurons des validation sessions avec nos membres de janvier à avril. Donc. Nous travaillons aussi, il ne faut pas oublier que Business Mauritius, nous avons 400 PME qui sont nos membres. Et nous avons donc plusieurs actions qui sont spécifiquement liées guidées pour les PME. Donc nos actions bénéficient à tous nos membres, mais nous avons quelques actions spécifiques purement pour les PME. Le premier, c'est SME for Growth. Nous avons signé un MOU avec SME Mauritius. Et là, nous travaillons sur le capacity building et le business development capabilities de ces PME membres. Nous avons le SME Forward, qui est un travail en interne avec nos membres pour comprendre leurs besoins, particulièrement de formation, et les aider dedans. Et finalement, nous travaillons aujourd'hui sur un directory de tous nos membres qui deviendra éventuellement un procurement platform. Le directory sera lancé l'année prochaine où tous nos membres pourront offrir leurs services à d'autres membres. D'abord présenter leurs services et dans le long terme pouvoir créer cette plateforme où les services peuvent être interchangés entre membres. L'énergie, la transition énergétique, l'efficience énergétique, un thème sur lequel Business Mauritius a beaucoup travaillé. Je crois que nous avons avec nous quelques leaflets qu'on donnera à la sortie, mais en 2 mots, nous travaillons à plusieurs niveaux sur le thème de l'énergie. Nous faisons un private-public meeting, donc avec le secteur public et le privé, où nous arrivons à coordonner nos besoins sur le long terme. Et dessus, il y a des projets particuliers à Business Mauritius, tels que le PM2E, le programme national d'efficience énergétique. Nous avons pu créer un modèle où nos membres et d'autres entreprises de l'activité des affaires bénéficient d'un apport d'un audit énergétique qui leur permet de mettre en place des programmes de savings, tout en bénéficiant des grants et des preferential blended benefits, des programmes tels que Sunref. Et ce modèle a été vu comme un succès par l'Union européenne, par l'AFD, par la COI et aujourd'hui est rejailli au niveau régional avec des mécanismes similaires où Business Mauritius est partenaire à Madagascar, aux Seychelles et bientôt aux Comores. Finalement, le projet GEF6, qui est un programme national autour de l'énergie, sur lequel Business Mauritius est un partenaire très important, particulièrement par rapport à l'assistance technique. Allez beaucoup plus vite. Industrial Relations, Human Resources, Business Mauritius et bien sûr l'institution qui travaille dessus pour l'activité des affaires. Nous avons eu la semaine dernière les salary compensations, mais nous travaillons sur le minimum wage, les réformes en profondeur du labor laws et d'autres choses, particulièrement les schemes tels que NSDP, YEP, employability schemes qui ont été, je pense, qui ont quand même fait une différence pour le pays.
Coopération internationale, on en parle moins, mais on est un des rares pays du monde où les secteurs privés, la communauté des affaires, accompagnent l'État dans ces négociations, nécessairement pour essayer de trouver des formules qui peuvent être win-win. Parce que bien sûr, quand on ouvre l'économie mauricienne à l'extérieur, on crée de la compétition sur le marché local, mais en même temps, on bénéficie en nous créant de nouvelles opportunités. L'Afrique est particulièrement un marché d'avenir, mais nous avons bien sûr énormément fait avec nos partenaires traditionnels, donc notamment l'Europe, et aujourd'hui l'Inde et la Chine qui présentent des opportunités d'avenir. Le travail se fait aussi au niveau régional avec l'océan Indien et des pays spécifiques en Afrique avec lequel nous développons l'Union. Le Business Road Safety Bureau est un programme lancé calé sur des modèles européens qui existent où la communauté des affaires devient partie prenante de la sécurité routière. Nous avons lancé en début de cette année-ci le programme Buros qui est, nous, à travers nos membres, les conscientiser d'abord et conscientiser les employés de nos membres sur la sécurité routière et mettre en place des protocoles qui permettent à raffermir la sécurité et mettre en priorité cette sécurité routière dans nos entreprises. Ça vient avec beaucoup de formation, ça vient aussi avec un sharing of information qui nous permet après de mettre en place avec l'État des solutions systémiques. L'accident est le plus souvent vu comme une erreur de l'usager. L'inattention, la fatigue ou la vitesse. L'accident est en fait la conséquence d'une combinaison de facteurs humains, techniques et circonstanciels. Pour prévenir les risques routiers professionnels, Business Mauritius lance Buros, Business Road Safety, un programme d'éducation et de sensibilisation en direction de l'ensemble des entreprises et du secteur des affaires. Pour ce faire, Business Mauritius a élaboré un plan d'action qui se déclinera à terme en 3 volets. Un protocole à adopter en entreprise pour ceux qui se déplacent, soit dans le cadre des trajets, soit dans le cadre des missions qu'ils effectuent. Le protocole comprend 5 modes d'intervention portant sur la vérification de l'état du véhicule, de l'optimisation de l'état physique et de la concentration du conducteur, de la planification des déplacements et les bons réflexes à avoir en cas d'accident. Un volet de recherche et de développement est également prévu pour adopter des contributions au cadre systématique régulant le secteur. Des communications régulières seront mises en œuvre sur la prévention des risques routiers liés au monde de l'entreprise. Business Mauritius a donc invité ses 1200 membres à se rejoindre à Buros. Vous souhaitez faire partie de ce vaste mouvement de mobilisation à travers le programme Buros? Contactez-nous au 466-3600 ou buros@businessmauritius.org. Alors, pour ceux qui sont intéressés chez Buros, on a quelques brochures qui peuvent vous donner un petit peu plus d'informations. On finit rapidement sur un dernier slide pour avoir beaucoup plus de temps. Peut-être juste quelques mots sur l'année prochaine. Bien sûr, on aura l'occasion de se reparler, comme c'est établi, j'espère, tous les 3 mois et tous les quarters. Mais pour nous, le National Business Sector Roadmap est une priorité. Sunref et tout ce qui est lié à l'implémentation de ce programme de transition énergétique. Un code de développement durable pour les entreprises qui comprendra aussi leurs actions par rapport à inclusive growth, par rapport à emmener plus de sustainability dans les organisations. Un code of corporate human capital practices qui est lié vraiment à professionnaliser le HR dans les entreprises. C'est vraiment l'avenir, parce que, comme on le sait tous, la richesse de Maurice, c'est le capital humain de ce pays. Le projet d'économie circulaire qui permettra à ce que le waste des entreprises ne soit plus considéré comme un waste,
mais comme un intrant dans une nouvelle production. Le projet de Lagoon et Coastal Rehabilitation, nous avons approché l'État et nous travaillons avec l'État pour pouvoir mettre en place des programmes, non pas par point spécifique, mais par celle. Parce qu'il faut regarder la régénération des lagons par des cells, coastal cells. Donc, il y a 7 coastal cells, si je ne me trompe pas, Maurice, et nous devons travailler cell par cell. Et bien sûr, la transition énergétique et le roadmap dessus. Et finalement, beaucoup de choses au niveau interne, de rapidité, professionnalisation, plus d'efficience, mieux répondre à de plus en plus aux besoins de demande, aux besoins grandissants. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, finalement, c'est un petit peu un overview, Cédric, de ce que nous faisons cette année-ci, ce que nous prévoyons quelques livres l'année prochaine. Et de mon côté, c'est bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, finalement. Je crois qu'on a quelques pamphlets quand même qui sont à votre disposition, le rapport annuel aussi 2017-2018. Et évidemment, sur ces points, si vous avez des questions, des discussions qu'on peut entamer sur les sujets qu'on a présentés avec plaisir, tout de suite. Bien sûr, ça peut être formellement informel. Le roadmap sur quelle étendue, sur la projection, sur l'avenir, quelle durée? 1, 3 et 5 et plus. 2 étapes. Une année qui est logiquement sur proposition du budget, mais avec des visions moyen et long terme. Et long terme, c'est 5 ans surtout, et plus de 5 ans. On ne parle pas de 30 ans, 20 ans, ça c'est pas nécessaire. Quelle est votre analyse de la performance économique du pays en tant qu'opérateur? Vous contribuez à hauteur de 50% du PIB, donc vous êtes en mesure de savoir si nous sommes dans une direction, quels secteurs sont bien engagés et quels secteurs sont en train de souffrir. Est-ce qu'on pourrait avoir ça de vous en tant que business conscious 2018, bonne année, mauvaise année? Très, très bonne question. Et bien sûr, difficilement, on ne peut pas tout dire en quelques mots, mais les brushstroke pictures, il faut dire que 2018 a été une bonne année, globalement. C'est une année de croissance, c'est une année de profitabilité, globalement, mais il y a eu certains secteurs ceux qui ont bien réussi l'année, certainement, je pense que le secteur financier, malgré plusieurs volatilités sur le contexte international, le secteur financier a eu une bonne année. Les secteurs de tourisme, je pense que le tourisme va augmenter à peu près 4%, croissance d'arrivée touristique à peu près 4% cette année-ci. Le secteur de l'exportation a probablement arrivé à une croissance de 2,2% cette année-ci. La construction avec tous les projets d'infrastructure sur le marché local. Et l'informatique suit un cours, c'est graduellement vers le haut, mais il y a une croissance aussi dans l'informatique. Les secteurs qui sont en train de souffrir le plus sont d'abord l'agriculture. Je pense avec le prix du sucre qui a connu une baisse cette année-ci, ça a été problématique. Beaucoup des domestic oriented enterprises ont souffert cette année-ci. Et plus loin que les domestic oriented enterprises qui font face à une compétition accrue, une compétition sur le marché local, nous avons aussi cette problématique de unit labor cost qui continue d'augmenter. Peut-être unit labor cost comprend et le paiement des salaires et de l'autre côté la productivité qui est liée. Et quand cela monte, ça veut dire que les coûts montent plus que la productivité. Et nous savons que dans les labor intensive sectors, le coût de production est particulièrement lié au coût de la masse salariale. Donc ces secteurs ont probablement moins bien fait cette année-ci. Mais globalement, 2018 se trouve être une bonne année. Et on travaille bien sûr avec l'État pour des mesures d'accompagnement là où il faut.
Business Mauritius est très actif sur différents policy arenas. Donc c'est dessus que nous essayons d'emmener une différence positive pour les entreprises. L'année prochaine, globalement, ça annonce bien, mais donc déjà, ça annonce bien, que ce soit en termes de la côté des affaires ou de l'État, on parle d'une croissance de 4% qui devrait se tenir. On a quelques donc positifs d'abord, il faut le dire. Les choses sur lesquelles we have to watch out for seront l'augmentation probable du prix du pétrole. Donc, une estimation Brent aujourd'hui d'à peu près $80 un baril pour l'année prochaine, qui affecte le secteur d'exportation avec le fret, etc., le secteur du tourisme avec les billets d'avion. Donc, to watch out for, et bien sûr le secteur de l'exportation lié à d'autres enjeux tels que le Brexit et un peu les trade conflicts qui se font dans le monde et aussi les conflicts, non-trade conflicts qu'on voit, we have to watch out for. Donc l'année prochaine, des choses sur lesquelles nous devons être prudents. Et dans l'ensemble, si on arrive à manage ces risques, on devrait avoir une croissance environ. Enfin, nous n'avons pas fait le macroeconomic projection, mais les différentes institutions s'accordent à se dire qu'il y aura une augmentation une croissance d'environ 4% l'année prochaine. La hausse des produits pétroliers, le Brexit et les guerres commerciales, ces facteurs-là pourraient avoir une incidence négative sur la croissance. Voilà. En deux mots, voilà, c'est là. Et aussi les non-trade conflicts. Il faut se dire que we have to look out for trade and non-trade conflicts. Vous étiez sur le 3,7% de croissance, mais je crois que M. Yanni, lui, il parle beaucoup plus de 3,7%. Pour cette année-ci. M. Yanni parle de 3,7% pour 2018. Mais 2019, tout le monde s'accorde à 4%. Et pour 2018, on aura les chiffres dans quelques jours. Donc, je pense que ça a été une bonne année. Peut-être juste pour revenir sur 2018, signaler aussi que ça a été dit par pas mal de forums de Doing Business. On est 20e au niveau mondial maintenant, ce qui est bien, ce qui est très bien. On rentre vraiment dans la ligue des meilleurs. Mais nous, au niveau de Business Mauritius, en dehors de ce classement qui est très bien, comme je l'ai dit, on s'attache à vraiment rentrer dans les détails pour voir où, malgré le bon classement, qui est mesuré selon certains critères, il y a encore des bottlenecks à différents niveaux et on s'attache à bosser avec les institutions, avec le DPL, etc. pour unlock et s'assurer que pour 2019, les projets qui sont en route puissent se développer. Si je peux juste rebondir dessus, excusez-moi, juste pour répondre, et je vous laisse le floor. 2019, ce qui serait on the positive side, ce qui nous aiderait, c'est la mise en place de ce e-licensing platform qui nous permettra donc d'aller beaucoup plus vers le room space et justement pouvoir systématiser tous ces besoins de ease of doing business. Nous comptons beaucoup dessus. Oui, excusez-moi, mais à vous entendre et à regarder les actes, j'ai l'impression de regarder un programme de la partie politique. Ça paraît très intéressant, c'est une montrée que vous faites. Que ce soit sustainable, que ce soit social capital, même développement économique. Je ne vois pas, vous faites tout le contraire. Il n'y a pas de protection de l'environnement, il y a des hôtels qu'on construit sur les wetlands, il n'y a pas de limite comme c'est pour le tourisme. Et l'énergie, on coule du charbon, social capital. Je ne sais pas, vous faites appel à la main-d'œuvre et combien maintenant pour dire qu'il manque de main-d'œuvre. Et puis, même le développement économique, je ne vois pas. Quel développement? Le secteur financier est en danger, il y a trop de scandales. En 2019, il y aura un changement avec afin du traité de non-discussion avec l'Inde. L'agriculture, vous avez laissé tomber pour faire de l'immobilier. L'immobilier ne produit pas, c'est pas quelque chose de long terme, c'est les short term, ceux qui ont accordé des contrats
aux Chinois, aux Indiens, il n'y a rien pour les Mauriciens. Je n'ai même pas entendu de l'emploi dans vos piliers. Il y a des Mauriciens qui sont très pauvres, qui se tournent vers la délinquance. Qu'est-ce que vous pouvez dire là ça? Je commence peut-être. Je pense qu'il faut différencier. L'État, son rôle, nous avons notre rôle. Notre rôle est d'être la voix de la communauté des affaires globale. Vous me parlez de l'économie. Pour nous, l'économie, qu'est-ce que l'économie pour les entreprises? C'est continuer la croissance. La croissance crée l'emploi et la croissance crée le partage. Dans ce niveau de croissance des économies, nous sommes en train de dire que nos secteurs principaux sont en train de croître et qu'il y aura des choses sur d'autres secteurs, notamment les 5 piliers de l'économie. On les connaît tous sur les 5 piliers. Là où on a un souci, c'est l'agriculture. Donc nous travaillons à trouver des mesures pour transformer l'agriculture. Et ces mesures sont très nécessairement micro, grassroots. Nous devons travailler à notre réflexion de bouger vers la valeur ajoutée dans l'agriculture. Donc tout ce programme de Smart Agriculture dont j'ai parlé plus tôt, c'est un programme. Là vous avez béni, c'est un programme. Maintenant, out of those programmes, on aura un développement. Quand on parle de croissance, on aura une croissance de l'emploi aussi. Ça fait partie de là. Maintenant, vous me disiez, toujours en termes de l'emploi, les secteurs qui sont en croissance, comme les secteurs financiers, ICT, etc., they will employ. Et one of our reflection dans le NBSA, c'est quel est le niveau de croissance nécessaire pour absorber increase in labor output every year. Toutes les années, vous avez les jeunes qui graduent, et when they're graduating, how do we improve their chances of getting jobs? For those who are in transition economies, qui sont dans des secteurs qui sont en transition, nous créons, et je l'avais mis plus tôt, peut-être j'aurais dû passer un peu plus de temps dessus, nous avons parlé des employability schemes. C'est au niveau micro. Je vous donne un par exemple, le National Skills Development Programme. Qu'est-ce que c'est? Le National Skills Development Programme a été conçu avec l'aide de Business Mauritius. Nous disons qu'au début, on forme des gens et puis on leur dit d'aller trouver du travail et either they find it or not. NSDP est un programme totalement à l'opposé. On regarde avec nos entreprises membres quels sont leurs besoins d'emploi qu'ils ne trouvent pas sur le marché. Nous créons avec HRDC et autres un programme de formation et nous invitons ceux qui ne sont pas employés, qui cherchent de l'emploi, à se former. Et après l'entreprise, puisqu'il avait besoin de ces skills, arrive à les absorber. C'est des mécanismes qui arrivent à résoudre, à the grassroots level, le problème d'emploi. Le problème étrangère, main-d'œuvre étrangère, n'est pas nécessairement lié au problème de chômage. Où est-ce qu'on cherche la main-d'œuvre étrangère? C'est là où on n'a pas de ressources locales. Si on avait des ressources locales qui voulaient travailler dans certains secteurs, je pense que les entreprises le feront immédiatement. Donc c'est pour pallier un manque de ressources que nous demandons de la ressource étrangère, notamment dans la construction. C'est pas monsieur Tremblay, vous payez moins et que les travailleurs étrangers ne sont pas protégés. Non, il faudrait faire une étude plus précise, mais à mon avis, il n'y a aucune entreprise mauricienne qui préfère employer des travailleurs étrangers parce que c'est assez compliqué. C'est le contraire, ils préfèrent tous employer des étrangers. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais on ne paye pas assez peut-être. Ils font plus de profit. Vous parlez de l'exploitation, vous avez parlé d'une croissance de 2%. Pour l'exportation, les Export-Oriented Enterprises, les chiffres de la MEXA, qui est un partner member, c'est cette année-ci qu'ils pensent arriver à 2,2% de croissance. Et la production manufacturière reste quand même en difficulté. Il est insuffisant, on suppose. Il y a un effet de base aussi parce qu'il y a eu
des années assez challenging, donc de repasser de 2,2%, c'est encourageant, ça ne veut pas dire que le secteur va super bien. Il faudrait que ce secteur est en train de se réinventer. Nouveau marché, absorption de la technologie et autres effets. Il devra rester compétitif face à une compétition internationale. Parce que l'Export Oriented Enterprise vend le produit sur un marché international où l'île Maurice a un avantage de brand, de timely delivery, quality of delivery, mais où le prix est extrêmement important. Michel, dans le rapport annuel de Sertextile, le CEO dit que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine représente une opportunité pour nos exportations. Est-ce qu'on devrait quand même pas adopter cette approche-là, parce que voilà, il y a une opportunité que toute industrie manufacturière en profite, parce que la Chine, c'est pas uniquement le textile, c'est le tout. Est-ce qu'on ne devrait pas se positionner pour profiter de cette entrée aux États-Unis, ou bien on attend à ce qu'effectivement la situation se décante et chacun dit ok, nous sommes des partenaires commerciaux, petit âge est là maintenant, ou bien là-bas? Je pense qu'il y a déjà, effectivement, pas nécessairement lié à la guerre commerciale entre deux pays fait que les intrants d'un pays, les exports d'un pays vers l'autre deviennent plus chers. Donc si vraiment nous on est en train d'être en compétition avec la Chine pour le marché américain, ça aurait été pour réaliser la force industrielle de la Chine et notre force industrielle. On n'est pas en train de parler du même niveau. Mais néanmoins, avec nos accords préférentiels avec les États-Unis, à travers l'AGOA, à travers d'autres, nous avons une croissance dans nos exportations vers les États-Unis. Et aujourd'hui, ça dépasse les États-Unis. Un des marchés qui devient le plus intéressant pour l'île Maurice, c'est le marché canadien aussi. Donc North America est en train de gagner en importance comme marché de l'île Maurice. Quelle est la position de Business Mauritius suite à la signature du traité de libre-échange avec l'Inde et bientôt avec la Chine? Vous qui représentez l'État qui est ici, qu'est-ce que vous pensez pour les intérêts des producteurs locaux? C'est un bon, tout à l'heure c'est bon, la mission c'est bon. Donc quelle est votre mission? Traité avec la Chine par exemple. Alors, je tout d'abord qualifier. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a le bon côté comme opportunité et il y a la compétition sur le marché local. Les deux ont été... Non, c'est bon, donc c'est pas bon. Qu'est-ce que vous dites? D'un côté, il y a ce qui est bon. Je vous explique. Je donne mon point de vue en tout cas dessus. Tout d'abord qualifier qu'aucun des deux accords n'est complété pour l'instant. L'accord de Chine a été finalisé. Il y aura 1 an de travail dessus et probablement en 2020, cet accord sera en place. Dans cet accord, il y aura bien sûr de nouvelles opportunités parce que vous allez avoir accès. Il y a 4 chapitres ou 5 chapitres dans les accords commerciaux. Il y a le côté économique, la coopération économique, qui permet à ce que les deux pays puissent bénéficier. Donc dans le cas Chine et Inde, Maurice, quelque part, bénéficient plus en termes de coopération économique que ce que nous apportons. Il y a la partie investissement, il y a la partie trading goods et la partie trading services. Je pense que vous faites référence particulièrement à la partie trading goods. Coopération économique, bon, on ne peut pas parler des différentes accords qui n'ont pas encore été rendus publics. Nous avons été partie de ces accords et donc il y a des overall, il y a des gains pour le pays, il y a des gains très forts pour le pays de s'associer avec ces grandes puissances et ces économies qui sont en pleine croissance. En termes de trade, particulièrement,
on rentre dans le concept de comparative advantage. Il y a des choses que nous produisons mieux, que nous pouvons vendre là-bas et donc étendre notre marché. Il y a des choses que eux produisent mieux et qui vont fonctionner dans l'économie mondiale et dont bénéficiera le consommateur à un prix moyen. Ce qu'il s'agit de faire, c'est dans ces accords internationaux globalement, de pouvoir quand même nous assurer que nos entreprises qui sont dites OEs, les Domestic Oriented Enterprises, puissent avoir des mécanismes de croissance et de soutien, notamment en les aidant à exporter régionalement, à trouver de nouveaux marchés, à absorber de la technologie et à devenir plus Mais M. Ramkelawan, vous savez que la Chine est le pays le plus nationaliste qu'il y a au monde et anti-mondialiste. Donc, ce qu'on concerne son marché, là où il va, il fait tout, il prend tout, les emplois, les ressources. Vous savez que le Maurice était le seul pays à signer un tel accord en Afrique. Les autres pays n'ont pas. Vous savez, il y a eu un problème en Algérie. Il y a eu des cas de corruption. Vous savez que c'est très dangereux pour nos petits entrepreneurs, même pour les services. Vous savez que la Chine dit directement avec les pays, il ne va pas passer par Maurice. Reza Outi l'a dit la dernière fois, il va investir directement. Donc pourquoi nous faire croire tout ça et la Chine va nous manger? Pourquoi vous n'avez rien dit au gouvernement? Vous êtes d'accord avec ça? Ça va tuer. Ils vont mettre un espace économique dans le dos, ils vont faire tout ce qu'il y a. Peut-être vont tuer le reste des emplois. Vous savez ça? Est-ce que quelle est votre position dessus? Défendez l'entrepreneuriat, défendez l'emploi, j'espère. Je pense que Kevin a répondu à votre question sur l'accord de China FTA, des positifs que ça emmène et des dangers que ça emmène. Et nous, comme on l'a dit, notre rôle à Business Mauritius, c'est évidemment de partie prenante de ces discussions. Mais après, de mettre en place au maximum tous les supports qu'on peut pour l'entrepreneuriat local. Ce qu'on fait pour les SMEs, c'est qu'on va accélérer. C'est essentiel. Je suis 100% aligné avec vous. Business Mauritius, c'est aligné avec vous. L'île Maurice, moderne et qui tient sur site de pied, doit pouvoir s'appuyer sur les entreprises qui produisent localement, qui sont du Made in Maurice, etc. On est clair. Maintenant, on a fait le choix, je pense, gagnant, puisque dans votre question, j'ai l'impression d'entendre que le choix, ce serait de se fermer. Je pense qu'on a fait le choix depuis pas mal d'années, le choix gagnant de l'ouverture. L'ouverture nous permet d'être partie du monde, etc. Il y a des pour et il y a des contre. Il faut être responsable et avancer de manière logique, et c'est ce qu'on essaie de faire. Votre peur de la Chine, je crois que beaucoup de gens ont peur de la Chine. C'est peut-être justifié. Nous, notre rôle, et encore une fois, je pense qu'il y a peut-être aussi une confusion du régulateur, du gouvernement et du rôle de business. Juste notre rôle, c'est de mettre en place, d'aider à mettre en place le maximum de solutions pour que ça avance dans la bonne direction. Je pense aussi, si vous ne donnez pas votre opinion au gouvernement, vous avez rencontré, vous me dites, pour lors des négociations, vous ne dites pas de faire attention, parce que le gouvernement, il se laisse influencer par le ministre étranger, il ne connaît rien. Le ministre a avoué qu'il ne sait rien en économie. Il a déjà avoué ça en 2002. Oui, bon, à Yévana. Donc, c'est à vous de le faire. En tout cas, nous donnons notre avis et nous avons des propositions de guidelines que nous donnons à l'État. L'État reste souverain, bien sûr, et je pense que le boundary de ces accords, de notre côté, nous l'avons présenté à l'État en consultation avec tous les membres de Business Mauritius, tous les partner members de Business Mauritius. Parce que nous avons la chance d'inclure le secteur financier, le secteur manufacturier local, le secteur manufacturier international et autres. Excusez-moi, deux questions. L'une sur le projet de circular economy. J'aimerais savoir quelle est la différence entre l'économie durable et l'économie circulaire. Oui, je vais peut-être compléter en fonction de Razila. Moi, je voulais dire que pour nous, c'est un projet très paramétré, le projet de circular economy. Nous avons commencé un pilote avec 12 entreprises qui nous donnent la caractérisation de leur waste. Qu'est-ce qu'ils produisent en termes de déchets. De l'autre côté, nous travaillons avec les downstream, ceux qui recyclent le waste. Et nous les mettons en relation afin que ces wastes, d'une façon structurée, caractérisée,
partent chez ces recycleurs et à ce moment-là sont transformés en matière première pour le reste de l'économie. Maintenant, le développement durable est beaucoup plus large. Le développement durable, c'est économique, social, environnemental et culturel. Et nous avons des réflexions beaucoup plus larges sur la commission globale. Donc il y a une participation de la communauté davantage dans ce type de projet. Oui. On parlait de waste, de déchets. C'est quoi précisément? Alors pour l'instant c'est limité à quelques produits. Le papier, le carton, l'électronique et le plastique. Est-ce que ça permet effectivement à la communauté de profiter de ce nouveau modèle économique dans vos projets pilotes? Je prends l'exemple au niveau des déchets électroniques, par exemple, Kevin tout à fait précis que moi dessus, mais l'idée c'était effectivement d'intégrer une chaîne de valeur de PME qui elles pourront collecter, pourront aider à mettre en valeur et les exploiter ou valoriser en tout cas sur une manière différente. Et s'il vous plaît, est-il vrai qu'il y a un porte-parole plus actif? Il y a des Jean-Marc avant, excusez-moi. C'est un secteur qui suscite beaucoup d'inquiétude en ce moment, c'est bien sûr l'industrie carnière et sa dimension énergétique, biomasse. Est-ce que vous sentez que ce dossier est traité avec suffisamment de sérieux? Et quel est votre avis en ce moment concernant ce secteur? En tout cas, à notre niveau, c'est un dossier qui est vraiment prioritaire. Je crois que la canne, les champs de canne font partie non seulement de notre histoire, mais de la beauté de notre paysage, contribuent à l'environnement, à la production énergétique, à l'eau, enfin les problèmes de flash flood, etc. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel qu'on arrive à préserver l'industrie de la canne. Maintenant, c'est pour plein de raisons, et chacun a ses contraintes. Ce sont des dossiers émotionnels, compliqués, quelquefois, entre émotions et raison, ça peut prendre du temps pour arriver à de bonnes solutions. En tout cas, nous, notre bagarre continuera à mener avec les parties prenantes, c'est tout faire pour la survie de cette industrie qui a un rôle social extrêmement important. Par rapport une question de bon par rapport au Brexit, c'est 2 ans et demi après le vote, on voit que c'est toujours le dead end. Le ministère des Affaires étrangères a dit qu'ils ont déjà signé des accords avec la Grande-Bretagne pour avoir l'accès officiel. Mais nous, en tant que pays, est-ce qu'effectivement on devrait avoir des appréhensions? Parce que le tourisme, c'est le deuxième marché. Grande-Bretagne, c'est le deuxième marché touristique, c'est le premier acheteur de produits mauritius. C'est un point d'entrée vers d'autres pays en Europe. On a scale of 1 of 10. Voilà. À quel point on doit avoir peur de l'audit Brexit, par exemple? En tout cas, c'est un point qu'on doit surveiller de très près. Je pense que le Brexit aura quelques opportunités, notamment au monde financier, et aura pas mal d'impact sur le reste de l'économie. Alors, le deal qui a été signé entre Maurice et la Grande-Bretagne permettra ce que, suite au Brexit, l'accord que nous avons avec l'Union européenne va être pérennisé avec la Grande-Bretagne, avec des caveats qui sont un peu plus spécifiques par rapport à la Grande-Bretagne. Mais il faudra être extrêmement agile et être extrêmement réactif par rapport à Brexit. Les Anglais eux-mêmes ne savent pas quel serait l'impact du Brexit chez eux. Donc il y a un travail pour nous d'observatoire et de réaction rapide en termes de policies. Par exemple, le tourisme, effectivement, le tourisme britannique est le second marché européen le plus large. Ils ont dépassé 140-150 000 arrivées annuelles. On nous dit que les Anglais, demain après le Brexit, auront plus de mal à voyager en Europe parce qu'il leur faudra des visas, des assurances, etc. Il y a une possibilité de capitaliser dessus. Mais en même temps, le pouvoir d'achat des Anglais risque
risque de souffrir. Donc ça aussi, il va falloir être actif. On ne peut pas penser à une île Maurice 2019 sans tourisme de la Grande-Bretagne. Pour nous, ce sera très difficile. C'est une question. Je te parle. Je vois que vous avez des projets pour la City. Quelle est votre vision pour le blockchain à Maurice? Déjà, c'est de comprendre c'est quoi le blockchain. Nous avons une banque qui a ouvert un centre d'excellence sur le blockchain et nous avons au sein de Business Mauritius une dizaine d'entreprises qui se sont regroupées pour créer un working group sur AI, FinTech, Blockchain. Ce ne sont pas les mêmes choses, mais c'est des réflexions assez similaires. Aujourd'hui, probablement, ce qui est les deux choses les plus concrètes, c'est d'abord au niveau FinTech, donc qui est la technologie et la finance. Et la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est le AI, parce que si on devient non pas producteur, mais utilisateur de AI, en mettant des algorithmes, bien sûr, qui sont liés qui sont adaptés à notre pays, nous pouvons augmenter de quelques points la croissance des industries traditionnelles du pays. Et dessus, il y a des opportunités. Mais il y a beaucoup de travail à être fait, notamment en termes même de formation. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir vraiment développer ces opportunités, il faut qu'on ait des software developers d'abord, et ces software developers doivent être encore plus poussés pour pouvoir faire du AI, du FinTech. Le blockchain est une technologie qui peut être très disruptive, notamment pour les services financiers, entre autres, avec des opportunités, mais aussi avec des contraintes. Donc, nous étudions tout ça sous notre FinTech AI et blockchain working. On Une dernière question pour revenir à ce qu'avait dit Abdullah. Un activiste écologiste nous a dit le secteur privé ne va jamais encourager l'autorecyclage parce que ça va faire baisser les importations, dont ils sont les représentants. Et donc, même si c'est bon pour l'emploi, le recyclage peut créer de l'emploi, ça va baisser leur revenu. Est-ce que c'est vrai? Ceux qui l'ont dit, ils sont hypocrites. Ouais, moi je pense que c'est assez dangereux dans l'île Maurice, comme on dit aujourd'hui, de faire des procès d'intention sans être dans le dialogue. En tout cas, moi, ma conviction personnelle et les membres de Business Mauritius au niveau du conseil, notre seule ambition, on est Mauriciens, nos enfants sont Mauriciens, on veut rester là, non. Notre seule ambition, c'est de vraiment construire une économie durable. Et ça passe évidemment par le recyclage, par tout ça. Quand on voit ce qui est jeté à Maurice, je crois qu'on est à 350 kg de déchets par habitant. Tout ça va à Machicos. Donc l'écologiste, c'est avec plaisir qu'il vient discuter avec nous et qu'on trouve des solutions ensemble. Le plus facile, c'est de rien faire. Le plus facile, c'est de rien faire, d'arrêter de produire. Si on ne produit pas, on ne pollue pas. Et tout le monde, finalement, fait son job et on n'avance pas. Nous, notre vision, c'est de faire des incremental steps sur des sujets extrêmement importants pour notre avenir à tous et d'aller. Donc, nos programmes systématiques, bien structurés sur ces sujets-là, on pense que c'est la seule manière d'avancer, plutôt que de faire des belles déclarations. Sur ce point-là, est-ce qu'il ne faut pas plus d'engagement de Business Mauritius? Parce qu'on voit non seulement un relâchement des Mauriciens, on voit non seulement une négligence par rapport au tri des déchets, donc les Mauriciens jettent les déchets n'importe où, et il n'y a pas de tri, et ensuite il y a un relâchement dans le public. On jette les déchets n'importe où, dans la rue, sur la plage, et partout, n'importe quel type de déchets. Il n'y a pas là un élan national à être peut-être lancé par vous pour changer pour apporter ce changement, on va dire, sociétal. On a énormément de retard. On est comme un pays vraiment sous-développé en la matière. Nous, on est peut-être à double poser la question qu'on va ajouter à ce que vient de dire là. Et n'hésite pas tant que les entreprises se substituent à l'État pour promouvoir et la propreté dans les villes, dans les centres-villes et dans les villages, sur les autoroutes et tout. Mais c'est pas. Avant de répondre, je crois que c'est un point extrêmement important.
Vous allez répondre, je suis sûr. Il y a des collègues qui ont été aux Seychelles. Formidable. Des collègues qui ont été Tout le monde sait ce qu'il faut faire. À Rodrigue, c'est propre. J'étais au Japon la dernière fois et j'ai fait un papier sur les toilettes. Partout où vous allez, c'est propre. Il y a un pays qui s'appelle le Rwanda. Faites attention, vous, île Maurice, le Rwanda va nous dépasser à tous les niveaux. C'est déjà propre. L'île Maurice est un pays mal propre. Et je suis d'accord avec Carles. Est-ce qu'il ne faut pas que vous, dans le secteur privé, vous allez beaucoup plus loin, hein, et aider les collectivités locales? Allez là, et je sais de quoi je parle. Nous sommes un pays mal propre. Et puis, comment se fait-il que vous puissiez dire à des touristes, faire la promotion touristique de Maurice, et puis amener ce touriste-là dans une toilette publique pour lui? C'est inconcevable. Il faut qu'il y ait un, comme Abdullah dit, on ne peut pas, parce que je tremble, parce que c'est mal. Pourquoi je vous dis ça? Tous les matins, ce que je fais, j'habite dans un endroit avec des appartements, le premier travail que je fais, j'ai paire de bottes et je ramasse les saletés. Je ramasse les saletés avant de venir. Les gens laissent les portes ouvertes, c'est une irresponsabilité totale. Je crois que là, faites quelque chose. Mais si, enfin les trois, et j'ai senti la passion dans les trois trucs, et moi aussi je peux parler de la passion de ça. Je crois qu'il y a des causes comme celle-là, comme le road safety, comme peut-être la drogue et d'autres, où c'est pas ni l'État seul, ni Business Mauritius seul, ni la presse seule qui peut être. Il faut vraiment qu'on ait un espèce d'élan national où chacun fait sa part. Pour revenir à ce qu'Abdullah disait, on pense aussi qu'effectivement, malgré le rôle initial et le rôle fort du Business Mauritius, c'est quand même targeté à l'économie, parce qu'on croit que pour nous, l'économie, c'est essentiel. L'économie, ça c'est la croissance, ça crée des jobs, ça permet l'éducation permet, etc. Mais on est aussi un outil avec plus de 1200 membres, plus de 120 000 employés, c'est pratiquement 400 000 personnes qui font partie de notre réseau assez direct, qu'on peut toucher et qu'on peut, via nos systèmes de communication, nos membres, etc., contribuer en tout cas à faire changer les mentalités et autres. Donc oui, pour répondre à votre question, la question d'utiliser Business Mauritius comme porteur de certaines choses, et je crois qu'on le fait déjà dans la commission, et Darren peut-être peut ajouter dessus. On est tout à fait pour. Oui, pour répondre, il y a beaucoup de passion. On a vu, justement, on a un sous-comité sur Waste Management. Je pense que ça reflète vraiment ce que vous venez de dire maintenant. L'idée de se substituer à l'État, je pense que ça, c'est pas forcément le rôle, de travailler avec l'État, forcément. Ça, c'est le rôle le plus de cette chose. Là, je vous dis quelques mots sur ce qu'on fait dans ce sous-comité avec la douzaine de pages. On pousse les entreprises, et là je reviens aussi à un point que vous aviez soulevé tout à l'heure, on pousse les entreprises à vraiment faire travailler ces filières de waste, vraiment pousser vers le recyclage, d'une part. L'idée c'est quoi? C'est que ces entreprises, on fait un pilote, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas tester sur toute l'économie mauricienne quelque chose. On prend un groupe d'entreprises, des volontaires, on teste, on valide, on corrige, on trouve une méthode, et après on peut vraiment passer à une échelle différente. L'idée de faire ces entreprises, c'est qu'eux vont former aussi leur staff. Donc, vont mettre des poubelles à la disposition de leur staff pour dire, vous ne savez pas comment recycler un séchoir qui est brisé, vos équipements électroménagers, des piles, ben, chez nous, il y aura des poubelles. La personne va le faire, va emmener certains types de déchets au bureau. La famille va voir ce que cette personne est en train de faire. Donc, à travers les entreprises, toucher les employés. On a 120 000 employés directs. C'est aussi ça qu'on peut faire. Donc en direct, ça c'est en direct au niveau des entreprises. Donc l'idée c'est de faire un pilote, de bien valider et puis de scaler. C'est une conclusion en tout cas de cette première rencontre, c'est que ça vaut la peine qu'on se rencontre, on a pris tous les quarters et même plus souvent en fonction des news, mais c'est pour de participation, mais c'est pour vos questions qui sont extrêmement valables. Avant de finir, je vais déjà vous souhaiter un excellent Noël et une belle fête de fin d'année en famille. La famille, c'est ce qui reste le plus. Petite question. D'accord. Non, la question très facile. Moi, je suis très facile.
le Parlement débat en ce moment un texte de loi sur le financement des partis politiques. Comment est-ce que vous accueillez ce texte? Alors, nous, déjà, qu'il y ait un projet de loi sur le sujet avec un commitment de le présenter, on l'accueille très favorablement. Pour nous, le financement des partis politiques, c'est une bataille depuis 2004 qu'on a pris au niveau du JEC de manière très structurée. Que moi, personnellement, depuis que j'ai été élu président de Business Mauritius, c'est un des sujets que j'ai mis en avant dans mon mandat, avec le soutien des PME, la proximité de nos membres et le financement des partis politiques. On croit vraiment que dans un île Maurice de 2018-2019, d'avoir un cadre légal clair où les partis politiques seraient enregistrés avec des comptes audités dans toute la transparence, c'est l'essentiel. Donc pour répondre à votre question, on accueille très favorablement l'idée. On a été invité par le PME à faire une recommandation, comme toute la société civile, je pense, derrière. Et on cross fingers que ce projet de loi sera le bon et sera voté jusqu'au bout. J'allais juste finir en disant que c'est peut-être pas la fin. Si après, moi je vous invite à prendre un café, on peut discuter en aparté avec qui veut juste présenter rapidement l'équipe. L'équipe, alors on a présenté. Moi par contre, malheureusement, je vais devoir quitter. Oui, il faut que j'y aille, mais on se revoit. Et pendant le café, vous avez. Oui, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. Et dans 3 mois, certainement, pour une C'est voilà, on peut dire avant. Je vous ai présenté les 3 heads et 3 clusters qui sont là avec donc Michael, si tu peux, Michael Apaya, qui est Head of Operations, tout ce qui est Sustainability Inclusive. Daniel Vedrasani, qui est le Head of the Operations for the Economic Commission Recommendations. Et Dheeraj Ramnagan, qui est Head of the Social Capital Commission Recommendations. Hamid Dawson, qui est le CEO et aussi qui s'occupe des Internal Operations, malheureusement pas avec nous, mais je crois que Mitra est là pour en faire un petit peu sur les trucs internes, s'il y a des questions. Que ce soit bien sûr le président de la Christine, qui est mon assistante ici, et toute l'équipe de Malouti qui nous aide dans cet exercice. Merci et permettez-moi aussi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et moi je suis là pour prendre un café avec vous et pour toutes les questions que vous avez. Merci.